Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à chacun et à tous dans votre émission 5 sur 7 matin, la matinale de tous les jours sur la chaîne du service public. Nous sommes le 10 février 2025 et nous sommes heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux à nous suivre de votre position. Nous passons les premières heures de la journée avec vous et nous espérons que la suite de la journée sera belle et bien bénie pour vous et à chacun de nous tous. Allez, vous savez très bien que 5 sur 7 matin, les lundis, nous faisons un recours au passé. Voilà, nous conjuguons le passé au présent. Patrick Diossou a choisi aujourd'hui de nous parler de Paulin Rontondi. Ça va être dans quelques instants. Après, nous allons parler dans le grand débat d'aujourd'hui des défis que doit relever le nouveau directeur général de la police républicaine. Vous êtes nombreux certainement à nous suivre déjà sur nos pages et nous vous posons justement la question aujourd'hui de savoir si, à votre avis, quels devraient être, voilà, les défis que le nouveau directeur général de la police républicaine doit relever. Avant de revenir sur tous ces aspects de l'émission et certainement de recueillir vos propositions, analyses et préoccupations également, le premier rendez-vous de l'information va se dérouler tout de suite avec Marcel Arossi. C'est le premier pas de la journée. Bulletin d'information, Marcel Arossi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur votre télévision. Ouvrons ce journal par les images de l'émission Focus de ce dimanche. Elle a reçu le coordonnateur des ministres conseillers, Janvier Yawédéou, a décortiqué l'actualité nationale. Il est revenu sur le rôle des ministres conseillers, la récente sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouedi, puis la possibilité ou non d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Le résumé avec Ariane Da Silva. Lorsqu'on parle des portefeuilles... C'est à un exercice d'analyse de l'actualité politique qu'a été convié Janvier Yawédéou. Au menu des échanges, le rôle et les missions des ministres conseillers. Le président Talon, comme il ne peut pas être sur le terrain, communiquer avec le peuple béninois tout le temps, je dirais, je caricature, il s'est divisé en 12, tout simplement, pour faire une évaluation du travail accompli pour les populations, recevoir en retour les dernières doléances, les avis et éventuellement réajuster les tirs si cela s'imposait. La dernière sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Ngouedi, a aussi alimenté l'entretien. Moi, je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adrien Ngouedi est capable, il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. En politique, on cherche toujours à faire de l'addition. Personne n'aurait voulu voir le président Ngouedi et son parti politique, le PRD, quitter la mouvance. Personne. On ne souhaite pas. Mais lui-même sait, avec le nouveau code électoral, et même avec l'ancien, son parti politique, le PRD, ne peut plus avoir des députés. Même avec l'ancien code, n'a pas pu totaliser 10% sur le plan national. Alors, aujourd'hui, qu'il prenne le risque de quitter la mouvance, ça ne l'arrange pas. Et même, avec ces 5%, il rejoignait l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, ça ne donnerait rien du tout. Il n'y aura pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Autre sujet brûlant de l'actualité, la possibilité ou non d'un troisième mandat pour Patrice Talon. La question qui agite l'opinion publique a même fait l'objet d'un recours. Le président Talon n'est pas demandeur. Quand j'échange avec lui, son souci, c'est comment faire pour que toute l'avancée en termes de développement de notre pays ne soit pas remise en cause. Nous devons repasser à l'évolution, à la marche du Bénin vers son destin dans le temps. Le modèle chinois interpelle. Le système chinois est exceptionnel. Vous êtes là, celui qui va vous défaire, ce n'est même pas le grand monde, c'est le parti politique qui vous retire sa confiance parce que vous faites mal. Mais tant que le président de la République fait bien,
Pourquoi le remplacer? L'expression d'un regret de voir Patrice Talon partir? Ah oui, moi je regrette. Je regretterais amèrement son départ. Même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe. Le Bénin aujourd'hui est exactement dans la position d'un avion qui décolle. Si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et vous demandez au pilote de redescendre, ça va cracher. Et nous sommes dans une position aujourd'hui, dans une situation où le Bénin a pris de l'envol. L'Union progressiste Le Renouveau a réagi aux récents propos de Maître Adrien Mbedi sur la nécessité d'un dialogue national face à la presse. Christian Parfait Aoyo a également apporté plusieurs autres clarifications que je vous invite à suivre. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendus fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste Le Renouveau est profondément préoccupée par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste Le Renouveau condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile. Et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Nous allons achever la formation des instances de base du parti. La haute direction politique du parti organisera des rencontres avec les structures et forces sociales du parti. Nous allons poursuivre les hommages à nos dignitaires. Bien évidemment, le parti tiendra régulièrement ses réunions statutaires. Et bonne nouvelle pour les populations du département des Collines. Elles vont bénéficier bientôt d'une bonne source d'approvisionnement en eau potable. L'annonce a été faite le week-end par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, était en séance de travail à la mairie de Savet. Les collines ici, et Savet en particulier,
vous allez devenir une des sources d'approvisionnement d'une bonne partie du pays en eau potable. Des applaudissements nourris pour accueillir cette bonne nouvelle qui s'inscrit dans le cadre des projets spéciaux du PAJ prévus par l'exécutif pour la commune de Savé. Tous ceux qui sont ici ont connu les problèmes d'eau, vrai ou faux? L'eau potable, qui n'a pas bu l'eau de pluie, l'eau de la rivière, l'eau de la mare, qui n'a pas cherché l'eau et mis au feu ou bien mis un filtre pour recueillir un peu, qui n'a pas fait ça ici? Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut jurer que nos enfants ne vont plus connaître ça? Moi, je suis sûr qu'à partir de maintenant et d'ici à 2 ans, il n'y a plus un seul enfant de Savé qui va naître et maman va dire qu'il faut aller chercher l'eau à la rivière pour boire. Il va avoir l'eau dans son robinet. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est pareil pour Savé Okeowo. Et on veut plus, oui ou non? Oui. On veut plus. Mais comme nous sommes des gens honnêtes, on commence à reconnaître ce qui est fait, qui est très important et qui n'avait pas été fait avant. Et qui, si on avait continué à faire la politique comme on la faisait jusqu'en 2016, aujourd'hui encore on serait en train de parler de promesses avec Savé Keto, Savé Okeowo, vrai ou faux? On n'aurait pas l'eau potable parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'est pas possible d'avoir de l'eau potable dans les collines. On n'aurait même pas l'hôpital. Important pour la santé. Ce sont les choses qui changent et qui changent bien dans le pays. L'époque de la politique politicienne est derrière nous. Le problème d'eau est réglé dans les collines, c'est définitivement réglé. De 2 millions de mètres cubes de production d'eau avec Aedjoko, j'ai le bonheur de vous annoncer l'avenant pour la réhabilitation de l'IFO, afin que 12 millions à 14 millions de millimètres cubes d'eau soient disponibles désormais pour les 20-30 années à venir pour la population de Savé, Ouessé, Glazoué, Dassa, mettons les collines en général. La contractualisation de l'avenant est devenue une réalité. Notre commune vit en effet actuellement une importante transformation. Chaque quartier, chaque village témoigne de cette dynamique de développement initiée par le programme d'action du gouvernement. Nous voyons les actions en face et Savé a été la commune dans les collines le plus impactée sur tous les plans d'ailleurs. Et infrastructure, routière, sanitaire et sur le plan éducatif en général. Et aussi, il faut parler de 2 ministres désormais à Savé. C'est aussi des œuvres louables. Dans un dialogue fraternel, les populations ont exprimé leurs préoccupations relatives notamment aux infrastructures socio-communautaires, la libération des enfants de Savé encore en détention, sans occulter l'épineuse question de la Sucobé. Il y a 3 mois, j'étais ici et les jeunes ont posé le problème. Plusieurs parmi eux. Et je leur ai dit que je rendrais compte. Effectivement, j'ai parlé avec Madame Sadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce. L'assurance qu'elle m'a donnée et que je veux partager avec vous, c'est que le président de la République lui a demandé de ne pas ranger le dossier de Sucobé et qu'elle est en discussion avec des partenaires pour une reprise possible afin que les activités reprennent. Donc, sur les temps qui viennent, je crois que les discussions vont se poursuivre et une fois qu'un accord aura été trouvé, nous aurons le bonheur, avec elle et au nom du gouvernement, de venir dire formellement à Monsieur le maire et à vous tous ici que la sucrerie va reprendre ses activités parce qu'on sait que 2000, 3000, 4000 personnes qui travaillent là, à temps plein ou occasionnel, ça apporte beaucoup pour l'économie de Savé, ça apporte beaucoup pour les familles qui en vivent et c'est bon pour le développement. C'est quand même impressionnant ce qui se passe maintenant avec autant de cadres promus et avec la masse de réalisations qu'on a. Les enfants qui mangent à l'école, un repas chaud et la plupart des écoles ici aujourd'hui sont couvertes. On n'est pas encore à 100%, mais on n'est pas loin. Parce que presque toutes les écoles à Savé sont des écoles rurales. Or, dans les écoles rurales au plan national, on est à 90%. Et ça, ce sont vos efforts. Ce sont nos efforts à nous tous. Vraiment, je voudrais vous prier de vous organiser autour des membres du gouvernement. Si vous avez des problèmes, remontez les problèmes. Le chef de l'État nous a missionnés pour ça.
La délégation s'est ensuite rendue au Palais Royal de Savé pour une visite de courtoisie à Sa Majesté Oba Adetutu Akemu Akikondusis Onitshabe. Retour sur les cendres du marché de Sainte-Rita après l'incendie de jeudi dernier. Une délégation de l'Agence nationale de gestion des marchés est allée évaluer les dégâts. La délégation annonce des mesures d'accompagnement, le relogement des sinistrés. Par exemple, Gilles Dansou, Edmongo. Une grande partie du marché Misekblé à Sainte-Rita est partie en fumée. Plusieurs dégâts matériels sont à déplorer. Heureusement, pas de pertes en vies humaines. La réaction des responsables au plan local et des sapeurs-pompiers était prompte. Automatiquement, on a commencé à appeler les sapeurs-pompiers. Ils sont arrivés très tôt même. On ne peut pas dire... Quand ils sont arrivés, ils ont pu maîtriser. Ils sont venus avec près de 30 éléments. C'est grâce à eux que ce que vous voyez qui reste là n'a pas été comme les autres. L'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés, déplore cet événement malheureux qui plonge plusieurs familles dans la détresse. Lorsque vous regardez autour de vous, c'est un marché qui a été construit avec des tôles, avec du bois, pas de très bonne qualité. Même l'endroit n'est pas très salubre. Et évidemment, le Sécu l'a dit tout à l'heure, c'est les fils électriques tiqués et tirés pêle-mêle à travers les hangars, par-dessus les hangars, qui semblent être la cause profonde de cet incendie. Vous savez très bien qu'à notre niveau, il y a au niveau de la population, pour éviter des cas de vol dans les maisons, il y a des moments qui laissent de l'argent dans les marchés. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a de l'argent également qui a été laissé dans le marché et donc d'un coup, on perd non seulement sa marchandise, mais on perd également le peu d'argent qu'on a eu. L'Agence nationale de gestion de marché donc va prendre la tâche avec la municipalité de Cotonou et voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer soit les 70 marchands au total, soit une partie qui le veut pour les abriter dans les marchés environnants. En attendant la prise des mesures d'accompagnement, la vigilance doit être de mise. Renaissance entrepreneuriale, un événement qui ouvre les portes de l'auto-emploi aux jeunes Africains. C'est déjà sa 2e édition. Ils sont nombreux, les jeunes entrepreneurs béninois à s'y rendre. Renaissance entrepreneuriale, heureuse d'annoncer, nous présente ses enjeux. Renaissance entrepreneuriale 2025. La salle bleue du Palais des Congrès est pleine à craquer. Les jeunes entrepreneurs ont répondu de façon massive à l'appel de leur aîné, Elliot Soulin. Alors, la renaissance entrepreneuriale, comme son nom l'indique, c'est de renaître, de faire revivre l'entrepreneuriat. Nous demandons à toutes les personnes qui sont déjà entrepreneurs ou aspirant à l'entrepreneuriat de mettre de côté tout ce qu'ils savent sur l'entrepreneuriat et de renaître de nouveau avec cet événement. Donc l'objectif, c'est de partager les clés, les tips, par où commencer, par quoi commencer pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat ou pour passer au niveau supérieur. C'est une très bonne initiative, surtout quand il s'agit de la jeunesse, quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Franchement, je trouve que ça va, surtout pour ces jeunes-là qui veulent entreprendre et pour ces jeunes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et veulent avoir des clés pour mieux réorganiser leur business. Beaucoup de jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs ont du mal à construire un business rentable. Mais une fois à Renaissance entrepreneuriale, après quelques échanges et de partage d'expériences, certains tirent déjà leur épingle du jeu. La Renaissance entrepreneuriale, c'est une opportunité pour tous ceux qui veulent oser. Donc je suis vraiment très reconnaissante envers M. Elliot Soulin, que je remercie de passage, pour cette opportunité qu'il donne à la jeunesse. Vous savez, en majorité, c'est comme un réseautage, d'accord? C'est une occasion de rencontrer de nouvelles personnes, je vais dire de nouveaux clients, d'accord? Et personnellement aussi, j'ai rencontré des personnes avec qui j'écrivais simplement par WhatsApp. En réel, vous voyez. La 2e édition de Renaissance entrepreneuriale est un franc succès. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a vu juste en soutenant son promoteur. Nous avons eu un moment exceptionnel, une salle pleine, près de 350 places qui sont occupées.
cela veut dire que la Chambre de commerce a utilisé au moins un canal pour se faire connaître à nouveau. L'événement a connu la présence de plusieurs entrepreneurs confirmés. Des secrets d'une vie entrepreneuriale réussie sont livrés aux participants. C'était aussi le cadre idéal pour le réseautage. Pèlerinage des 24 et 25 décembre à la plage de Semin. L'église du christianisme céleste est à l'heure de l'évaluation. Elle a organisé samedi dernier un atelier bilan au siège mondial de l'église à Porto Novo. Je déclare la séance ouverte au nom de notre Seigneur. Le révérend pasteur Belette Aléogun, chef mondial de l'église du christianisme céleste, lance ainsi les travaux de l'atelier bilan du pèlerinage annuel SEME 2024. Une édition réussie selon le comité permanent d'organisation. Pour l'édition 2024, nous, comité permanent et les 15 commissions, avons élaboré et mis en œuvre des plans de travail avec le précieux accompagnement des directions et services techniques des ministères sectoriels sous l'impulsion du chef de l'État qui nourrit la noble ambition de labelliser ce grand rassemblement de l'Église du christianisme céleste aux normes internationales. Pour l'édition 2024 du pèlerinage de l'Église du christianisme céleste, les 15 commissions techniques ont une fois encore travaillé en synergie avec le comité d'organisation, ce qui a permis de noter des améliorations. Premier point d'amélioration, c'est l'extension du site. Le deuxième point d'amélioration, c'est essentiellement lié aux conditions même de gestion du flux. Donc, nous avons également parlé d'un certain nombre de conditions qui puissent nous permettre d'assurer une meilleure gestion du flux. Un troisième point d'amélioration, c'est la couverture du site en énergie électrique et en eau. Rassembler du monde autour d'un site de plus de 35 hectares demande de prendre des dispositions pour assurer une couverture complète en électricité. Il en est de même de la couverture en eau et en ouvrage d'assainissement. Plus d'1 million de pèlerins du Bénin et d'ailleurs ont participé au pèlerinage de décembre 2024 à la plage de Semin. Un accroissement par rapport à 2023. Sur 1260 pèlerins interrogés, 78% se disent satisfaits du pèlerinage Semin 2024. À cet atelier bilan, des recommandations ont été faites pour une meilleure organisation les 24 et 25 décembre 2025. À présent, les nouvelles qui ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, les échos du web avec Stanislas Limpon. La triste nouvelle a affecté les internautes. Nous n'avons pas le choix. Si c'est bon pour Dieu, c'est bon pour nous aussi, écrit un Béninois inconsolable. D'autres fans de l'artiste voient le Bénin perdre l'un des architectes de sa musique. Autorités et citoyens ordinaires honorent la mémoire de l'artiste. Dans la foulée, cette capsule de l'étoile filante refait surface. Je travaillais déjà avec Afafa. Pour FIFA. Aïron bon wezivoroté. C'est moi qui ai fait ce morceau-là. Les dossiers, c'est les Kémi, vous savez, ça là on n'en parle plus. Les Pélagie, la vibreuse. Zo César, Memba Baba Notel, de janvier à février 2025, la mort a déjà fauché 3 chanteurs du Bénin. Les mélomanes s'inquiètent. On dirait que la mort a ouvert ses yeux sur les artistes béninois en ce début d'année. Se lamente l'un d'entre eux. Des suggestions pleuvent pour ralentir la fureur du redoutable inconnu faucheur. On peut entre autres lire « Chers artistes, dans vos tracasseries sans sommeil suffisant, marquez une journée de pause pour écouter votre corps. Un bilan de santé au moins une fois par an. » Le départ tragique du créateur de Noudiou a aussi remis sur le tapis la question de gestion de carrière des artistes. Mourir encore.
Combien de jeunes nous allons encore laisser mourir? D'un talent pleuré sur plusieurs réseaux sociaux à un autre célébré sur Facebook. Ce dernier se nomme Mathieu Akpo. Son histoire a marqué les internautes. Le jeune béninois est connu comme un vendeur de atassi, un mets béninois que prépare sa mère. Mathieu hisse le drapeau béninois en Europe. Il est devenu un célèbre mannequin des grandes marques espagnoles, françaises et autres maisons de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires pour femmes et hommes. Des utilisateurs de Facebook trouvent extraordinaire son parcours. C'est un jeune prodige béninois à l'avenir prometteur, fait savoir l'artiste Zénab. Des réactions s'enchaînent. Une fierté, un exemple à suivre quand vous voulez abandonner vos rêves, clame un internaute. Des notes pour Mathieu, mais pas comme celles envoyées aux fonctionnaires internationaux de l'AES. 135 ressortissants de la Confédération des États du Sahel ont reçu un préavis officiel de fin de mission dans l'administration de la CEDEAO. Les contrats de ces citoyens de l'AES devraient prendre fin en septembre 2025. Sur Facebook, l'annonce a suscité des réactions. Tous les peuples révolutionnaires du Grand Sahel sont fiers de ces 135 fonctionnaires, affiche l'un des concitoyens des concernés. Du bluff, pas la peine de voiler ses regrets. D'autres sont directs. L'honneur est où ici? Des gens vont au chômage. Réagit-on en commentaire? Un autre se vide. Vous venez de renvoyer 135 chefs de famille au chômage pendant que certains profitent de la sortie de la CEDEAO. L'ancien premier ministre malien Choguel Maïga apaise. Les chefs d'État de l'AES sauront négocier cette séparation à l'amiable avec les autorités des pays frères de la CEDEAO, écrit-il. Voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Merci à vous, mon cher Marcel Achossi. Mesdames, Messieurs, on va enchaîner en dressant le tapis pour la revue des titres. Ça va être tout de suite. Marcel Achossi, que peut-on lire à la une des journaux ce matin? À la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction, voici ce qui pourrait nous intéresser en attendant bien sûr la revue de presse en fin d'émission. Voici les titres. Nous démarrons par le quotidien Le Télégramme. Direction générale de la police républicaine, Aloha nous prend officiellement les rênes de la police républicaine, fonctionnaires de police au travail. L'appel du nouveau directeur général aux policiers pour la présidentielle 2026. Le parti Les Démocrates enclenche la désignation du candidat. Gasquiani Info, Patrice Talon, une longueur d'avance sur ses adversaires. Le dossier politique du quotidien. Aujourd'hui, prison béninoise, l'archevêque de Parakou alerte. Le matinal, fidélité à la mouvance présidentielle, le PRD n'est plus franc. Découvrez comment le parti a joué avec ses partenaires de Kérékou à Talon dans la parution du jour de Le Matinal. Matin libre, animation de la vie politique au parti LD, ça rime avec interdiction. Affaire Boko Meki, un pouvoir en crise selon le père Aguenounon dans les colonnes de Matin Libre. Le Soleil, Bénin Info, bagarre entre partenaires politiques du bloc progressiste. À quelle sauce l'UPR va-t-il manger Maître Mbedi? Point d'interrogation. La décision du bureau politique vivement attendue pour la suite des événements. Nouvelle République et troisième mandat de Talon, l'ordonnance intellectuelle de Théodore Olo à lire dans Le Soleil Bénin Info. Fraternité présidentielle 2026, les démocrates à la recherche du bon duo, les implications d'une décision inédite à la une donc de Fraternité. L'événement précis aujourd'hui, Assemblée consulaire, mandature 2025-2030 à la CCI Bénin, Arnold Akakpo réélu avec brio. La nation, système partisan, ex-PRD, le Rubicon à ne pas franchir.
Diakwata, aujourd'hui, 3 ministres lancent le Haï 2025 présidentiel 2026. Le parti Les Démocrates en marche pour la désignation de son candidat. Nord-Sud quotidien présidentiel 2026, Yahi lance la désignation de son candidat. La Nouvelle Tribune, situation politique qui garantit d'une élection inclusive en 2026. Que peut la communauté internationale pour le Bénin? Point d'interrogation. Bénin intelligent, police républicaine, Brice Aloanou fixe le cap dès l'entrée en fonction. Le chronomètre, double jeu des leaders de la mouvance présidentielle, Lupé le renouveau sur le fil du rasoir. L'économiste du Bénin, installation des élus consulaires de la mandature 2025-2030, la liste Arnold Akapo, plébiscitée par le secteur privé, 69 voix sur 69, une première à la CCI Bénin selon l'économiste du Bénin. Liste complète des élus avec leurs photos dans la parution du jour du quotidien L'économiste. Palmarès, police républicaine, Brice Aloanou aux commandes, le nouveau DGPR installé par le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou en fin de semaine. Erreur médicale au Bénin, à quand les sanctions pour les médecins tueurs? C'est une question que pose aujourd'hui Palmarès Info Matin. Pour finir, modernisation du sous-secteur du transport routier au Bénin, les points focaux des 77 communes outillées par l'ANAT. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcel Achossi, on vous retrouve en fin d'émission pour la revue de presse pour plus de détails. Merci. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause pour vous retrouver juste après. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes,
le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Retour à plateau, mesdames, messieurs, pour recevoir notre tout premier invité. Je dirais que ça va être la chronique où nous conjuguons le passé au présent, où nous ressuscitons nos héros. Eh bien, ça va être avec Patrick Dosso juste après cette virgule. Patrick Dosso, bonjour. Bonjour Alain Sochoumé, ce matin. Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de Paulin Ontondi, disparu il y a environ 1 an. Oui, Paulin Ontondi, c'est l'homme charismatique, né le 11 avril 1942 à Abidjan. Est parti, oui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, oui. Est parti le 2 février 2024 à Cotonou, au Bénin. Lorsqu'on parle d'Abidjan, il est né à Abidjan, il est parti au Bénin. Vous imaginez, c'est un homme de l'Afrique. Et c'est pas seulement de l'Afrique, un homme du monde, un homme de la planète. Un homme de la planète qui est un homme, un philosophe, il est un homme politique et aussi c'est un religieux. Comment? C'est quelqu'un qui est dans le PMB, l'église protestante méthodiste du Bénin, avec toute sa foi. Un philosophe qui est un homme religieux, qui aime bien parler de Dieu, engagé dans sa communauté religieuse. Certains s'interrogent par rapport à cela. Et nous avons quelqu'un qui est un homme religieux aussi, mais qui est philosophe et qui va nous en parler. C'est justement votre invité. Oui, mon invité, il est jésuite. Jésuite, je ne sais pas. Lorsque l'on parle de Paul Christian Kitty, certains disent immédiatement jésuite et d'autres disent philosophe. Mais entre le jésuite et le philosophe, qu'est-ce qu'il faut retenir, professeur? Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. J'étais jésuite, j'ai été formé comme jésuite. D'accord. Avant de prendre une petite distance par rapport à la congrégation, oui. À laquelle je reste néanmoins affectivement très attaché, oui. Encore. Très attaché. Et cela vous a permis d'écrire, de continuer à écrire sur tout ce qui est religieux et tout ce qui tourne autour de... Oui, je suis dans quelques équipes de recherche de théologie. Oui. Je n'écris pas seulement sur les problèmes d'ordre philosophique, j'écris aussi sur des problèmes qui touchent à la théologie et à la religion. Oui. Voilà. L'un de vos ouvrages parle de paranormal, avec les phénomènes... Du paranormal au malaise multidimensionnel de l'Afrique, paru à l'Harmattan à Paris en 2004. Certains parleront de sorcellerie, mais ça c'est une autre histoire. Alors, lorsqu'on parle du professeur Paulin Ontondi, et je le disais tout à l'heure à l'entame, certains se demandent comment un philosophe peut être quand même imprégné de sa confession religieuse, être engagé dans la confession religieuse. La philosophie et la religion, comment est-ce possible? Et il faut dire que plus on avance en science, oui. Plus on est humble. D'accord. Et plus on perçoit la nécessité de prendre de la distance pour laisser la vie nous instruire. D'accord. Et l'un des éléments qui nous instruisent le plus, c'est la religion. D'accord. Et le professeur Paulin Ontondi, malgré la puissance de rationalité dont il fait preuve dans ses écrits, reste un homme paradoxalement très humble. Oui. Très humble. Et cette humilité, je dirais, féconde davantage sa foi, et c'est ce qui explique son engagement, et parfois passionné, et par rapport aux affaires de la religion, de la croyance.
Alors, engagé, passionné. Est-ce que durant toute sa vie, dès son enfance, on a senti déjà cette passion? Oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là dès son enfance, mais vous avez étudié le professeur et vous êtes celui qui peut vraiment parler de lui. Dites-nous, tout son parcours, l'engagement, c'était quoi? Merci. Son enfance, il est fils de pasteur, protestant, méthodiste. Tout à fait. Et d'un père qui était très rigoureux. Et immédiatement, cette rigueur qu'il a remis, parce que l'éducation, en fait, éduquer, ce n'est pas d'abord mettre des théories, des idées dans la tête d'une personne. C'est important de partager les idées avec les apprenants, mais éduquer, c'est d'abord exister d'une existence contagieuse. Celui que vous éduquez, celle que vous éduquez, vous voit faire et a envie d'être comme vous. D'accord. Donc son père pasteur l'a énormément marqué dans le sérieux du travail. Donc il a étudié l'école primaire, l'école secondaire au Bénin. Et ensuite il est allé à Paris pour se former, et il a été formé à l'école normale supérieure de Paris, une école de très grande renommée, et il a ensuite enseigné à Besançon, mais avant de commencer sa thèse, il a posé une question à l'un de ses maîtres, le célèbre Canguilhem, philosophe, et lui a demandé, il avait envie de faire les lettres modernes ou la philosophie. Et Canguilhem lui a dit, vous feriez mieux de faire la philosophie parce que vous avez des colères. La philosophie naît de la colère, mais d'une colère qui est constructive, qui sent un certain malaise par rapport à ce qui n'a pas de sens, à ce qui n'est pas en accord avec la raison, et qui cherche par les moyens rationnels à tendre vers la rationalité. Donc il a ensuite, après son enseignement à Besançon, il s'est retrouvé à Lubumbashi, au Congo démocratique, l'Est Zaïre. Il y a même un des enseignants de l'université de Lubumbashi qui aurait dû être au colloque que nous avons eu la semaine dernière, mais compte tenu de la guerre au Congo, il n'a pas pu se déplacer. Bien dommage. Et après, il est revenu à l'université du Dahomey, devenu plus tard l'université nationale du Bénin, et aujourd'hui l'université d'Abomey-Calavi. Il faut dire aussi qu'il a joué un rôle très important au cours de la conférence nationale des forces vives de la nation, par ses idées, par ses interventions incisives pour indiquer une certaine direction. Et ensuite, il a été ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Culture, et plusieurs autres postes après, président du Conseil national de l'éducation, et enfin, Sherpa, représentant personnel du chef de l'État près la commission permanente de la francophonie. Maintenant, il faut, sur le plan scientifique, il a marqué toute une génération de philosophes et de penseurs en général. Parce que ce ne sont pas seulement les philosophes qui s'intéressent à sa pensée, il y a les sociologues et tout un monde. Parce que les chemins qu'il a ouverts sont des chemins qui interpellent énormément, aussi bien les penseurs africains que les penseurs occidentaux qui s'intéressent beaucoup à sa pensée. Oui. Voilà ce que je pourrais vous dire. Oui, bon, vous avez dit la philosophie en ramenant à sa manière de prendre la vie. La philosophie naît de la colère. Mais est-ce que c'est cette colère qui pousse au questionnement? On parle de questions, chaque réponse qui apporte une nouvelle question. Je vois que vous avez des prédispositions de philosophe vous-même, monsieur le journaliste. Bon, ce sont des réminiscences. En fait, quand on parle de colère, en fait, ce sont des interrogations, une insatisfaction théorique qui conduit à l'interrogation philosophique. En fait, c'est l'autre nom de la colère dont nous parlons. Un individu
rationnelle qui ne se contente pas de l'unanimisme, qui ne se contente pas des réponses collectives toutes faites, mais qui cherche à partir de sa raison, l'exercice de sa raison, à tendre lui-même vers ce qui est recevable. D'accord. Recevable. Ce qui jouit de ce qu'on pourrait appeler d'une cohérence formelle. C'est ça le philosophe. Et il faut dire que il y a eu un grand débat dans les années 50 sur la philosophie africaine. Oui. Et Paulin Moutondi a écrit un livre très important, oui. et c'est l'un des 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. Traduit dans plusieurs langues, anglais, espagnol, hongrois, serbo-croate, ainsi de suite. On peut déjà avoir une idée du titre. J'ai lu une quinzaine ou une vingtaine de langues. Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie. Oui. Écrit par professeur Paulin Moutondi. Alors, gardez bien vos idées, professeur Kitty, de votre développement. Mais moi, j'ai envie de vous demander quelque chose. Un questionnement permanent, vous avez dit, c'est ça la base de la philosophie. Mais est-ce que là, on n'est pas en présence d'une remise en cause, une sorte de remise en cause permanente des choses, de la vie, avec des positions fluctuantes et changeantes tout le temps? Quand est-ce qu'on parlera alors de stabilité? Qu'est-ce que la philosophie apporte de stable dans la vie de l'homme? Merci, ça c'est une question très incisive et je vous en remercie. En fait, il faut faire la différence entre la philosophie et la sophistique. La sophistique essaye d'apporter sur la base de la discussion des réponses cohérentes, mais des réponses qui ne sont cohérentes qu'en apparence. Vous savez, et de plus en plus aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas l'importance de la philosophie. Quelqu'un qui fabrique des ordinateurs, un chimiste, un géographe, ainsi de suite. Mais la condition de possibilité de tout cela, c'est la raison critique, orientée vers le sens et le bien. Et là, vous retrouvez la philosophie, qui étymologiquement définit vulgairement comme l'amour de la sagesse. Et le questionnement permanent de la philosophie, c'est d'abord pour tendre, pour se donner à soi-même toutes les chances possibles d'approcher de plus près ce qu'on pourrait appeler la vérité, mais qui reste un horizon. Et vous savez que la science elle-même est née de ce déverrouillage philosophique. Vous savez que pendant un certain temps, plusieurs millénaires, l'explication du monde a d'abord été une explication mythique. Et ceux qu'on a appelés les présocratiques, beaucoup sont venus étudier en Afrique, je ne vais pas entrer dans ce débat. Et ce qui a fait qu'on parle du miracle grec, c'est un comportement en fait, un comportement typiquement philosophique. Nous nous posons des questions, nous voulons avoir des réponses à ces questions, mais ces réponses ne viendront plus des dieux et des mythes, elles devront s'imposer à la suite d'une démarche critique rationnelle. Et ça, c'est la force de la philosophie. La critique nous permet d'évoluer. Même en épistémologie, il y a un grand épistémologue, Feyerabend, qui a écrit un livre contre la méthode. Les grands inventeurs ne se sont pas ceux qui sont restés fidèles moutonnièrement aux méthodes en place. Ce sont des gens qui ont pris de la distance par rapport aux méthodes ordinaires en vogue. Et cette prise de distance critique leur a permis d'arriver à autre chose. Et la philosophie nous apporte ce sens et cet attachement au bien qui est important aussi bien pour le chimiste, le mathématicien, parce que le chimiste, s'il n'est pas attaché à la question du sens et du bien, de la sagesse, il va vous fabriquer des poisons qui vont vous tuer. Le pilote vous fera cracher. Donc, et les anglophones l'ont bien compris.
même si vous voulez faire une thèse en mathématiques, en physique, en chimie, vous avez l'obligation de passer par ce qu'ils appellent the critical thinking, la pensée critique, qui n'est rien d'autre qu'une initiation élémentaire à la philosophie. D'accord, professeur Kéti, on vous aura compris. C'est vrai que nous parlons de philosophie, de raisonnement permanent, de remise en cause permanente des choses de la vie, mais cela ne fait pas du philosophe un éternel rêveur, sinon il ne serait pas dans la réalité des choses, puisque le professeur Paulin Ontanji a été quand même ministre de la République. Un rêveur ne porte pas la responsabilité d'un ministère, par exemple. Vous savez, une conception de rue du philosophe peut conduire à parler du philosophe comme le rêveur. Mais le vrai philosophe est celui en qui on voit un va-et-vient permanent entre le questionnement, l'interrogation et la vie. Vous réfléchissez sur le sens de la vie, la direction, la rationalité, et cette réflexion vous conduit à améliorer votre existence. Et en vivant votre existence, vous reconduit à des questionnements qui remettent en marche. Et c'est ça le beau chez l'homme. Les singes ne changent pas, les chiens ne changent pas, mais les hommes s'améliorent en permanence. Et l'amélioration passe par le changement, forcément. Exactement. Vous êtes devenu un philosophe vous-même. C'est super. Alors, lorsqu'on vous suit, donc, le philosophe ne reste pas seulement théoricien. Non, loin de là. Il n'y a, je crois que j'ai oublié un peu son nom, il n'y a rien de plus concret qu'une belle pensée, qu'une bonne pensée. Parce que ce qui fait, et certaines puissances du monde ont compris ça aujourd'hui, si vous ne prenez pas au sérieux la dimension théorique de votre vie, de votre société, oui, vous allez végéter dans la nullité. Et vous voyez par exemple un pays comme les États-Unis d'Amérique investissent énormément dans la pensée, dans le développement des universités, ainsi. Ils ont compris que l'avenir de leur pays se trouve dans ce développement permanent de l'intellect. Mais certains pensent que les États-Unis, c'est seulement ce qui est pratique et qu'on va directement à ce qui est matériel, on ne pense pas au virtuel ou on ne pense pas à la pensée. Il y a de grands penseurs aux États-Unis. Et vous voyez quelqu'un comme Theory of Justice. J'oublie un peu son nom. Il a écrit un livre très important, le philosophe politique le plus lu aux États-Unis, John Rawls, La théorie de la justice. Vous voyez, il est très influent. Et beaucoup de grandes décisions dans ces pays-là ne se prennent pas sans consultation des philosophes, parce qu'ils ont compris que les muscles ont besoin d'être accompagnés par la matière grise. Alors, en matière grise, excusez la tautologie, il était un homme, vous l'avez dit, humble, mais il travaillait et même après avoir fait valoir ses droits à la retraite, il a continué les recherches, le professeur Paulin Ontanji. Et il a continué, ce qui a fait que jusqu'au dernier moment, il était à des colloques, un colloque au Bénin, un colloque à Paris. Et le colloque que vous avez organisé pour la semaine passée, qu'est-ce que cela apporte dans la foulée des travaux du professeur? Infiniment merci. Vous savez, pendant longtemps, l'Afrique a végété dans une tradition d'élimination froide de ses meilleurs fils et de ses meilleures filles. De plus en plus, il y a une dynamique qui fait que on comprend de mieux en mieux que nous devons protéger sérieusement les meilleurs d'entre nous. Et le colloque qui a été organisé s'inscrit dans cette dynamique. L'initiative est d'abord venue de l'extérieur, du père jésuite Yannick Essengue, qui était au Bénin, et de notre collègue
et Salim Abdelmajid de l'université Toulouse Jean Jaurès, qui a vraiment organisé ce colloque. Et ils sont entrés en contact avec nous au Bénin pour que nous accompagnions ce colloque. Cela montre bien que le professeur Moutondi est désormais un patrimoine intellectuel universel. Et le débat qu'il a eu, il y a eu un grand débat sur la question de l'ethnophilosophie. C'est-à-dire la science en Afrique et la philosophie, s'entend comme une science rigoureuse, ne peut pas se permettre de végéter comment on dit, dans une discipline au rabais. La science doit être rigoureuse et sérieuse. Et c'est ce que Paulin Moutondi dit dans son travail. Si nous voulons, comme philosophes, être pris au sérieux, nous devons avoir de la discipline et de la rigueur intellectuelle. Il n'a pas été compris. Certains ont pensé qu'il était un ennemi de l'Afrique. Mais quand on le lit dans Combat pour le sens, il revient sur cette fausse interprétation qu'on a eue de sa pensée. Tout son combat était un combat pour le relèvement de l'Afrique. Et le dernier colloque que nous avons eu, le premier objectif était de ne pas oublier ce grand patrimoine qui a ses racines au Bénin. Et c'est un colloque qui prépare, et c'est là l'un des résultats sur lesquels ont abouti l'organisation du colloque. Dans 4 ans, nous avons le projet d'organiser un colloque plus important. Et ceci est juste pour marquer le premier anniversaire de son départ. Et vous avez vu nos collègues de la Sorbonne, nos collègues de Paris-Nanterre, et nos collègues de Sciences Po Paris, nos collègues de l'université Toulouse Jean Jaurès, nos collègues de New York University, nos collègues de l'université Polytechnique Mohamed VI, ainsi de suite. La grande conclusion est que nous devons continuer à travailler les pistes de recherche ouvertes par le professeur Paulin Moutondi. Sur le plan épistémologique, sur le plan des savoirs endogènes, il a un ouvrage important, Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche, qui est lu abondamment dans le monde. Et il y a également une conclusion par rapport à ce colloque et sur laquelle les participants ont beaucoup insisté, c'est que tout comme on a donné le nom de Cheikh Anta Diop à l'université de Dakar, qu'on donne à l'université d'Abomey Calavi le nom de Paulin Moutondi. Super. En lisant par exemple, en voyant ce titre, Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche, on pourrait se demander, mais que va chercher la philosophie au tréfonds de nos sources et ressources les plus intrinsèques que sont les connaissances endogènes? Merci. Et nous, Africains, ne pouvons pas faire de la philosophie comme si nous étions des Européens, comme si nous étions des Américains. Nous entrons en philosophie à partir d'un autre au monde, à partir d'un a priori endogène. Et nous ne pouvons... Et ça a été un grand débat entre Paulin Moutondi et les critiques de la critique de l'ethnophilosophie, qui disent, comme Merad Ebga, que attention, la rigueur en philosophie, la rationalité, certes, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer les problèmes qui constituent des sources d'angoisse importantes pour nos sociétés. Mais Paulin Moutondi n'avait pas été compris. Il n'a jamais dit que nous devions faire de la philosophie en ignorant nos savoirs endogènes. Mais ce sur quoi il insiste, c'est que nous ne devons pas mettre la rationalité philosophique de côté quand nous traitons de nos savoirs endogènes. Pour le bien même de ces savoirs endogènes. Parce que si nous voulons tenir un discours rationnel universel, nous devons y mettre de la rigueur et de l'objectivité. Oui, ça me rappelle, vous avez parlé de certains qui l'ont un peu combattu. Il y a Stanislas Spiro Adotevi qui a écrit Nécrologue et
négrologue et négritude. Oui, exactement. Oui. En fait, ce sont des amis. Ce qui est beau dans ce combat, c'est que c'est d'abord un combat théorique. Oui. Mais quand vous les voyez socialiser, vous ne pouvez pas imaginer que ce sont des gens qui, sur le plan théorique, se battent. Oui. Quand vous prenez le livre « Combat pour le sens », il y a un sous-chapitre que Paulin Ontondi a dédié à ceux qui l'ont critiqué. Entre autres, le grand philosophe rwandais Alexis Kagame. Et le sous-chapitre, c'est l'élégance des pères. Il parle de leur élégance. Il les a critiqués, traités d'ethno-philosophes, mais il reconnaît en 1997 qu'ils ont beaucoup apporté à l'Afrique et qu'il a été parfois sévère dans sa critique contre ces gens-là. Et pour la petite histoire, Ibrahima Baba Kake a posé la question à Alexis Kagame et il lui demandait ce qu'il pensait de Paulin Ontondi. Et Alexis Kagame disait, Paulin Ontondi, mais c'est un blanc. Mais quand vous voyez les savants endogènes pistes pour une recherche, vous comprenez que Paulin Ontondi est tout sauf un blanc. Oui. Alors, 40 communications qui ont été données pour le colloque. 40 communications des enseignants, chercheurs venus d'une dizaine de pays. Le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Congo, Brazzaville, le Congo RDC, la France, les États-Unis. Est-ce que vous avez pu, au terme de ce colloque, est-ce que vous pourrez dire que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde a pu vraiment prendre corps avec les travaux qui ont été effectués? Et je peux dire personnellement que je suis satisfait. Avec mon collègue Désiré Médaillon, philosophe aussi, et nous avons commencé à faire un petit point. Nous avons vu tout. Vous aviez déjà écrit les mélanges avec Désiré. Avec Désiré Médaillon, vous avez les mélanges ici, la quête du sens. Oui. La quête du sens, les mélanges. Ça rentre dans la ligne de ce que je disais tout à l'heure. Nous devons apprendre à célébrer les meilleurs d'entre nous. Vous êtes 3 auteurs. 3 auteurs. Aloïs Raymond Ndiaye est l'ancien vice-recteur de l'Agence universitaire de la francophonie installée au Canada, un grand professeur de philosophie, il est vice-président d'une académie, un grand intellectuel et je dirais un camarade d'amphi du professeur Paulin Ontondi. Mélange offert depuis plus de 60 à l'occasion de ses 80 ans. C'est-à-dire quelques mois, petits mois avant son décès. Et il en a été très heureux. Nous nous sommes dit, en fait, le comité permanent de la FISP, la Fédération internationale des sociétés de philosophie, qui organise tous les 4 ans le congrès mondial de philosophie, était au Bénin en 2012. Le professeur Paulin Ontondi faisait partie de ce comité-là. Et nous avions célébré ses 112 ans de vie. Et à l'occasion, j'avais lancé les mélanges. Ça a traîné un peu, mais 8 ans après, en 2019, je l'entendais souvent parler de la mort quand il voyait ses amis partir, Martien Toa, les autres, et je me suis dit, mais c'est le moment, il faut le faire de son vivant. Et nous avons sorti ce joyau qui lui a énormément fait plaisir, énormément. Il est allé à Toulouse, son dernier colloque, avec cet ouvrage qu'il a donné à l'organisateur principal. Et dans cet ouvrage, vous avez Wole Soyinka, Souleymane Bachir Diagne, et l'un des philosophes sud-africains les plus en vue aujourd'hui. C'est vraiment la crème qui lui a rendu hommage. Super. Donc, de son vivant, déjà, il y a eu hommage. Oui, il a eu un hommage mérité. Hommage et reconnaissance des pères. Et reconnaissance, voilà. Allez, en tout cas, on aura même toute une journée ne suffira pas pour parler de Paulin Ontondi, une source et ressources intarissables. Et disons une matière désormais que les jeunes générations doivent chercher à cultiver davantage pour plus de connaissances. Tout à fait. Ok, Patrick Diossou, on va demander à notre invité, le professeur Paul Christian Kiti, s'il a un mot à dire à cette génération, cette jeunesse qui, on a l'impression, n'a plus tellement soif de la connaissance,
face à l'envahissement, je vais le dire comme ça, de la technologie, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que qu'on le veuille ou pas, la matière sera toujours tributaire de la pensée. Merci pour cette question. Et je voudrais d'abord vous remercier tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices. Nous avons tout à perdre en Afrique en négligeant la philosophie et par-delà la philosophie, les sciences humaines en général. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais les sciences humaines constituent la condition de possibilité de toutes les autres sciences. Dites-moi en quelle langue le physicien étudiait. Il a fallu son professeur de français pour lui apprendre. Oui, tout à fait. Donc, et la philosophie, vous savez, le monde sur le plan géostratégique est en grande turbulence. Nous avons besoin de racines théoriques pour pouvoir faire face à l'ouragan géostratégique que nous avons en face en tant qu'Africains aujourd'hui. Et j'invite cette génération beaucoup plus livrée à la distraction à revenir aux fondamentaux de la vie. Merci à vous, professeur Paul Christian Kitty. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et vous avez organisé la semaine dernière un colloque qui rend hommage davantage à l'illustre professeur, l'immense professeur Paulin Hontonji, voilà, qui a quand même beaucoup apporté à notre Afrique, puisqu'il n'est plus seulement, il n'a pas été seulement béninois, hein, voilà. Patrick Jossou, merci à vous également pour cette belle chronique. Hein. Merci, on est ensemble. Allez. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Allez, ensemble, on va rester. Juste, on vous revient tout à l'heure, mesdames, messieurs, juste après cette petite pause. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.psie.bj, remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Le débat matinal va avoir lieu, mesdames, messieurs. Et oui, aujourd'hui, nous parlerons de 2 points. Le premier, ça va être le changement à la tête de la police républicaine. Nous vous avons d'ailleurs posé la question dans la question du jour. Quels sont, selon vous, les défis que doit relever le nouveau directeur général de la police républicaine? Et puis, en deuxième point, sur ce plateau, nous allons parler de ce triste incendie, cet incendie qui s'est déclaré au marché Sainte-Rita et qui a pratiquement ravagé tout le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Quelle est l'urgence? Y a-t-il pas urgence de reloger toutes ces commerçantes et commerçants dans les nouveaux marchés? On va faire le débat avec les confrères en studio. Mais avant, voici le tapis qui les installe.
Alors, bienvenue donc dans ce débat matinal. Yves-Patrick Loko, bonjour. Bonjour, cher ami Alain Sochoubin. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes journaliste, vous êtes de la maison. Absolument. Et depuis, je ne vois aucun secret, depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, vous êtes de l'autre côté de l'antenne régionale de Porto-Novo. De l'antenne régionale Ouémé Plateau. Ouémé Plateau, voilà. D'accord. Merci d'avoir accepté de faire le débat. Mais c'est situé à Porto-Novo quand même. Ouais, c'est normal. Vous êtes de la capitale. Voilà. Voilà. Il est de la capitale. Allez, Patrick Diossou, merci d'être resté pour faire le débat avec nous ce matin. On est ensemble. Alors, Yves-Patrick Loko, comment voyez-vous l'arrivée à la tête de la police républicaine de M. Alohanou Brice Kokou? Le contrôleur général de police, Brice Alohanou, il est arrivé à la faveur du dernier conseil des ministres, c'est-à-dire mercredi dernier. C'est la preuve que les hommes passent, mais les institutions demeurent, qu'elles portent un nom ou un autre. On a eu la police nationale qui était séparée de la gendarmerie nationale. On a désormais la gendarmerie nationale. En 2017, voilà, plus précisément. On a désormais la gendarmerie nationale fusionnée avec la police nationale qui donne la police républicaine. Donc les institutions vont demeurer malgré tout, mais les hommes vont passer. Et c'est la belle preuve avec cette arrivée à la tête de la police républicaine de Brice Alohanou. On nous dit qu'il a 6 principaux chantiers qui l'attendent. C'est ce que nous avons pu lire dans les journaux un peu proches de la police républicaine. Alors, Yves-Patrick Loko, je reste toujours avec vous. Quand on voit un peu aujourd'hui au plan national, je dirais, le visage de la sécurité, qu'est-ce que cela inspire et quelles sont les pistes sur lesquelles le nouveau directeur général de la police républicaine devra œuvrer le plus rapidement possible? Je parlais de 6 chantiers prioritaires dont on nous a parlé. Sûrement ceux qui étaient à sa passation, à sa prise de service vendredi dernier ont su détecter cela dans son propos, dans son discours. Je n'y étais pas, je n'ai pas suivi l'ensemble de son discours. Mais ce qui est urgent, c'est, et il a dit, c'est la professionnalisation des policiers républicains, parce que ça ne va pas au sein de ce corps-là. C'est vrai, on a eu une police républicaine avec des gens qui font bien le travail. Il en demeure pas moins que des brebis galeuses peuvent se retrouver dans les rangs. Donc c'est d'amener tout ce monde-là à rejoindre le rang de ceux qui font déjà très bien le travail. Donc il doit professionnaliser la police républicaine. Il y a des pratiques qui étaient dénoncées par les populations. Il va falloir que toutes ces pratiques-là soient reléguées désormais au dernier rang ou soient éradiquées totalement. Hier soir, par exemple, je ne vends aucun secret. Hier soir, j'étais dans un endroit où j'ai vu des jeunes qui étaient en train de fumer la cigarette, qui est une drogue socialement admise, mais ça peut compromettre et leur santé et la santé de ceux qui sont dans l'environnement. Les policiers leur ont fait cette remarque-là. Mais en observant, j'ai vu que les policiers sont allés au-delà. Ce qui est interdit, j'ai vu des policiers fouiller des portables des jeunes hier, par exemple, alors que il y a eu un communiqué de l'ancien directeur général, l'inspecteur général Soumaïla Yaya, qui interdisait la pratique. Pas plus tard qu'hier, j'ai remarqué. C'est dire que malgré tout ce qu'on dit, il y a des policiers qui ne sont pas encore prêts à suivre les directives. Donc il va falloir que le travail s'oriente vers ce niveau-là, vers cette manière de faire des jeunes policiers surtout. Les jeunes recrues. Les jeunes recrues surtout. Je crois que ça ne va pas en leur sein. Ça ne va pas en leur sein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec de jeunes policiers et des fois l'arrogance,
les Ivoiriens parlent de mal parlage. Excusez le terme. Bon, c'est peut-être la fougue d'être désormais élément de la police républicaine, dépositaire de l'autorité publique. Mais bon, ça a quand même des limites. Il faudra le leur dire. Et plus spécifiquement, vous avez parlé de la partition de la police dans les défis sécuritaires. Je crois que cette partition-là, elle est énorme, elle est importantissime. Et il va falloir vraiment, avec tout ce qu'on a comme défi en matière de sécurité, il va falloir que la police s'investisse réellement. Les autres choses sont importantes. Vous voyez, moi qui vais retourner peut-être à Porto-Novo tout à l'heure, vous allez voir, c'est peut-être tout le commissariat qui est déversé dans la rue pour faire... Si on apprend aux citoyens à respecter le couloir, c'est-à-dire les motocyclistes par exemple, on n'a pas besoin de déverser tout un commissariat pour faire une haie humaine pour monter le couloir, tout au long de la chaussée. C'est sûr qu'il y a d'autres urgences au commissariat, mais si tout le monde déserte le commissariat pour cette activité de sécurisation routière, il y aura peut-être d'autres problèmes qui ne seront pas réglés. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est ces défis-là qui attendent réellement le nouveau directeur général de la police républicaine. D'accord. Alors, Patrick Djossou, il n'y a pas si longtemps, la population béninoise a été témoin quand même de nombreuses bavures policières. Oui. On est allé jusqu'à parler d'abus de pouvoir de la part de certains éléments. Voilà, certains, je le précise encore, certains éléments de la police républicaine. Est-ce que vous pensez que le directeur général, le nouveau, l'inspecteur général Brice Alohanou pourra, dans une certaine mesure, juguler le phénomène? Parce qu'on a vu quand même la sortie du ministre de l'Intérieur qui dit ben attention, si ça se produit encore dans ces conditions-là et tout, il y a même le risque de radiation qui est brandi sur la tête des policiers. Est-ce que vous pensez que le nouveau directeur général peut en faire un cheval de bataille? Oui, a priori, je dirais que je lui accorde déjà, sans le connaître, le crédit qu'il est là pour pouvoir mieux faire. Parce que s'il est là et qu'il ne fait pas l'effort de mieux faire que son prédécesseur, il aura des comptes à rendre à l'histoire. C'est comme ça. Ce n'est pas... C'est déjà comme ça dans tout ce que l'on fait. Donc, lorsque vous êtes appelé à une fonction, votre crédit actuel, lorsque vous êtes appelé, c'est mieux faire que celui qui vous a précédé. Sinon, vous n'avez pas de crédit actuel. Et on ne va pas vous accorder du crédit par rapport à votre crédibilité, par rapport à ce que l'on peut avoir comme confiance en vous. Il faut forcément apporter un plus. Oui, il faut forcément apporter un plus. Et je ne vais pas m'amuser à parler de son nom de famille. Alohanou, la main qui forme, la main qui fait, la main qui pose l'acte. S'il est venu comme Alohanou, il va poser un acte qui va marquer. Et l'acte qui va marquer, c'est retrouver la confiance que les citoyens doivent avoir par rapport à leur police, par rapport à ceux qui sont affectés à leur sécurité, ceux qui doivent s'assurer de leur sécurité. Si la population se sent en insécurité face à ceux qui doivent assurer sa sécurité, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il a ce défi à relever. C'est un pari qu'il doit gagner automatiquement. Mais c'est un pari qui va même au-delà de tout. Yves-Patrick Loko a parlé tout à l'heure de 6 priorités. Je n'ai pas la liste. Moi non plus. Mais moi, je me fais cette liste. J'ai refait mentalement une autre liste de 6 priorités. Et la police, quand on parle de police, ça fait P-O-L-I-C-E. Ça fait 6 lettres. P. Il faut qu'elle soit performante, cette police, maintenant. P, la performance et la perfection. Elle n'est pas de ce monde, la perfection, mais la performance. Il faut qu'on sente que chaque policier, que chaque agent de police vibre vers la performance. Oh, l'organisation. L'organisation, on a une impression, Yves-Patrick Loko vient de le dire. Ce n'est pas que je répondis sur chacune de ces paroles. Non, mais allez-y, encore que vous avez le droit, mon cher ami. Il vient de dire, vous avez une impression que les commissariats sont vidés pour
qu'on puisse s'occuper de la circulation. Qui est également importante. Hein? La circulation est importante, elle est très importante. Oui, mais si on a cette impression, on se demande, mais est-ce qu'il y a au moins des gens qui gardent ceux qui sont en garde à vue au commissariat? Est-ce qu'il y a au moins... Non, mais en disant que le commissariat est vidé, c'est une façon de parler. Oui, c'est vrai que quand vous voyez le nombre impressionnant de policiers sur la voie un certain nombre... On a cette impression-là que est-ce que cette organisation, est-ce qu'elle va... Est-ce que c'est la meilleure? Mais c'est juste une interrogation. Puisqu'on n'a pas de réponse trop négative par rapport à cela. Quand je dirais réponse négative, si tout en étant dans la rue, on apprenait qu'il y a des attaques, que la police n'a pas pu assurer la sécurité dans tel quartier. D'où la nécessité de l'organisation. Oui. Okay. Donc, performance organisation. Alors, la loyauté la loyauté envers la loi par rapport à eux-mêmes et la loyauté envers tout ce qui est éthique, morale. La loyauté envers l'éthique, c'est comment faire pour que le policier qui vous verbalise, qu'on puisse se dire, oui, mais effectivement, je suis en tort, il a raison de me verbaliser. Mais lorsque vous vous retrouvez en situation où vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela signifie que sa loyauté envers l'éthique, sa loyauté envers la morale, sa loyauté envers les lois peut être à équivoque. Vous êtes sur une voie et vous évoluez tranquillement comme, je dirais, un citoyen lambda. Et parce que vous êtes... parce qu'on a envie de vous verbaliser, on vous arrête et on invente quelque chose. Ça arrive. Oui. Et ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Et parlant d'invention, parfois on a bel et bien l'impression que ces derniers temps, la chose prend de l'ampleur, parce que je vous donne un exemple. On parle de respect des couloirs de circulation. Tout à fait. D'accord. Oui. Vous êtes dans votre couloir, je suppose que vous êtes dans le feu, vous avez quitté, comment je vais dire, la présidence pour le carrefour Sonnel. Oui. D'accord. Et vous êtes motocycliste, vous roulez, vous êtes à votre droite. Oui. D'accord. Vous y allez. Sauf que, arrivé au carrefour, vous devez pouvoir aller à gauche, en allant vers, je ne sais pas, la pharmacie Kanguezo. Oui. Alors, on vous oblige à rester à droite en attendant que le feu s'allume. Et c'est quand le feu s'allume que tout le monde doit partir, que vous allez pouvoir bifurquer pour aller à gauche. Et si vous vous positionnez à gauche avant ça, vous êtes verbalisé. C'est déjà arrivé même à des collègues dans cette maison. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que la police, entre la police et la population, qu'est-ce qui méconnaît le code de la route? Oui, c'est une grande question. Et ça, l'exemple que vous venez de donner, c'est un exemple qui a fait le tour. Enfin, ou carrément, vous êtes au volant de votre véhicule, vous voulez dépasser l'autre, le temps de dépasser, de vous rabattre, on parle de non-respect de couloir de circulation. Est-ce que le code de la route a été réinventé en République du Bénin? C'est une grande question. Donc, à tel enseigne qu'on ne sait même plus comment rouler. Le citoyen lambda se pose des questions. Et c'est grave si on doute de cette loyauté de la police. Ça, c'est elle. Comment la police se fait enfin, il faut qu'elle puisse être impeccable. Mais lorsqu'elle est impeccable, il faut que ce que l'on lui reproche ne puisse pas dépasser juste il a quand même respecté la loi, il a voulu jouer, il est resté peut-être plus royaliste que le roi, plus loyaliste que la loi même. Non, mais lorsqu'on se retrouve en situation où on se repose des questions, la police n'est plus impeccable. Et c'est la confiance. Le mot est très fort. Il faut que la police retrouve la confiance enfin, que la population retrouve cette confiance-là qu'elle a en la police. Il faut que la police aussi retrouve cette confiance qu'on lui accorde. Dès qu'on voit un policier, on doit avoir confiance. Oui, il est là pour assurer notre sécurité. Mais lorsqu'on voit le policier, l'agent de police, et qu'on a peur automatiquement, sans rien faire, il y a quelque chose qui ne va pas.
La sécurité, ce n'est pas faire peur, mais c'est calmer plutôt, donner la sérénité à toute personne que l'on voit, toute personne qui se sent déjà en sécurité, en grande sécurité, en voyant la police à côté d'elle, en voyant la police intervenir, en voyant la police dans ses alentours. Et eux, c'est en fait l'environnement dans lequel la police évolue. Nous sommes dans un environnement où il faut tenir compte de tout ce qui est, je dirais, handicap ou atout. Lorsque vous êtes dans un environnement où toute la police est braquée, c'est cette impression qu'on a, que la police est braquée envers les populations. La police est aux aguets pour non pas veiller, mais surveiller. C'est différent. Veiller à la sécurité, mais surveiller. Donc, la police surveille chaque geste fait par la population. Pour voir qui tombe dans le panneau. Oui, pour pouvoir qui tombe dans le panneau. La population se retrouve dans un environnement un peu trop... enfin, c'est pas un environnement qui est assez simple pour la population. D'accord. Patrick Diossou, je ne vous arrête pas, mais quand on dit ça, Yves-Patrick Loko, comment est-ce que nous allons arriver? La police elle-même, la police républicaine, appelle la population à ce que nous appelons la coproduction de la sécurité. Oui. Comment est-ce que nous pouvons avoir cette coproduction de la sécurité entre la police et la population quand la même population a l'impression que la police est braquée contre elle, pour emprunter le thème de Patrick Diossou, quand la population a l'impression que la police, une fois qu'elle est dehors, c'est forcément contre les populations. Comment est-ce que cette collaboration peut avoir lieu dans une telle ambiance? En décryptant les mots, les lettres qui composent la police, arrivé au niveau de la lettre C, Patrick Diossou a bien parlé de confiance. Donc, il faut que la confiance soit restaurée entre la population et la police, et sa police, je vais dire, pas la police, et sa police, pour que la coproduction de la sécurité soit vraiment une réalité. Il faut dire que cette coproduction, malgré tout, elle est effective. On donne des informations à la police, même si parfois vous pouvez être trahi. Il y a eu cette affaire à la Criette où deux amoureux d'une même fille, l'un s'est retrouvé dans les mailles de la police, mais on nous a dit, au lieu de protéger le dénonciateur, on nous a dit que c'est son rival qui l'aurait signalé à la police, qui aurait dit qu'il cultive du chanvre indien dans sa cour. Donc, si on doit coproduire la sécurité et qu'on vous vende, excusez un peu le terme, ce n'est pas une bonne chose. Ce que la police, dans son jargon, appelle les indicateurs. Les indiques. Donc, si on ne doit plus protéger les indices, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut que la confiance soit totale. Il faut que la confiance soit renouvelée, elle soit possible, elle soit agissante entre la police et la population pour que la coproduction, parce que la coproduction de la sécurité, elle est importante. Aujourd'hui, c'est les forces de défense qui sont au charbon pour la lutte contre le péril que vous savez. Mais il n'en demeure pas moins que la police républicaine aussi a été confrontée à des attaques. Des commissariats ont été attaqués. Donc, qu'on le veuille ou pas, la police républicaine est aussi engagée dans cette lutte contre le terrorisme, contre le péril djihadiste. Donc, il va falloir vraiment que la confiance renaisse. Et si elle est déjà là, il faut qu'elle soit plus accentuée pour que et population et police se donnent véritablement la main pour que la sécurité règne. Et il faut dire que ces dernières années, heureusement, les braquages qu'on observait tous azimuts ont diminué. C'est vrai que dans les villages aujourd'hui encore, il y a de petits vols, il y a encore qu'un vol n'est pas petit, même si un vol reste un vol, même si on prend un vol votre stylo, c'est que vous ne pouvez pas prendre d'autre à l'instant T. Si vous n'en rachetez pas un autre, un vol reste un vol.
Donc, il y a des vols dans les villages, on en entend parler, des motos qui continuent d'être braquées dans des localités. Dans le même temps, la police arrive quand même à déceler à démanteler les réseaux de voleurs, de faussaires. Mais l'autre chose que j'ai envie de dire, je voudrais rappeler une parole, sinon quelques propos du président Patrice Talon en 2016 ou en 2017, si j'ai bonne mémoire, où il disait: nous allons travailler de sorte que, à la vue de policiers, le citoyen ne détale plus, que le citoyen ne cherche plus à se faufiler, à tourner à gauche, quand la police tourne à droite, à trouver une rue rapidement pour échapper à la police. Installer la confiance. Mais au fil des temps, à un moment donné, la police a cultivé cette image où vous voyez, quand vous tombez en panne, par exemple, dans la circulation, c'est la police qui vient vous aider à dégager le véhicule. Il y a une sorte de courtoisie et cette belle image a commencé par être imprimée à la police. Puis, patatras, l'histoire des casques est arrivée. La répression des casques a été l'occasion pour la police de montrer des muscles, et depuis, ces muscles ne sont plus tendres. Patrick Diossou, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez déjà tout dit. C'est l'histoire des casques, c'est vrai que ça protège. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Le casque protège. Il faut avoir le casque, il faut les porter. Même quand vous avez votre véhicule, moi j'ai un casque dans mon véhicule. Et au cas où je peux sortir, aller à zéro. Quelques courses rapides. Voilà, c'est comme ça. Il faut avoir son casque, il faut le porter. Mais c'est la répression qui a été un peu rude. C'est vrai aussi que les Béninois sont têtus. Oui, ça, j'allais en venir. Parce que, est-ce que Patrick Diossou et Patrick Loco, je vous pose la question à vous tous deux, est-ce qu'en 2025, on est obligé de dire encore à un motocycliste de ne pas circuler sur la chaussée et de prendre le trafic local? Est-ce qu'on a besoin de sortir des policiers? Encore qu'on n'a pas de... On a des trafics locaux, mais on n'a pas de pistes cyclables. Mais on fait la confusion. On fait avec... Vous voyez des gens qui continuent de brûler le feu, qui ne respectent pas. Alors, dans ces conditions, parfois les policiers sont énervés. Voilà. Il faut appeler... Est-ce qu'il ne faut pas appeler les populations, justement, à prendre conscience et à respecter ce qui est dit? Absolument. Sur ce plan-là, vraiment, c'est déplorable. Vous voyez des gens... puisqu'ils sont habitués à la circulation, ils savent où exactement se trouvent les policiers. Voilà. Ils ont leur casque entre leurs jambes. Et c'est à l'approche du poste de police qu'on met son juste après, ils enlèvent encore. Je ne sais pas pourquoi le casque n'est pas un objet superflu. On nous a dit que c'est pour nous protéger. Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas mettre son casque. Il faut également de la sensibilisation à l'endroit des populations sur ce point-là pour que le port de casque soit systématique. C'est comme si vous vous habillez. C'est désormais comme incorporé à notre... C'est un accessoire indisponible, indispensable. Voilà. Absolument, c'est un accessoire indispensable. Donc je ne vois pas pourquoi on doit continuer à ne pas mettre... On peut comprendre qu'on vole, peut-être vous avez quitté le boulot, c'est déjà arrivé, qu'on vole votre casque, vous n'avez peut-être pas les moyens, ou il n'y a pas de poste de vente proche, donc vous prenez le risque quand même, quitte à vous procurer un casque après. Mais vous avez le casque, vous ne le portez pas. Vous voyez le feu est rouge, vous décidez de passer. Pendant que tout le monde est à l'arrêt. La nouvelle voie, qui n'est plus véritablement nouvelle, Ciné Concorde, c'est Kangui. C'est pas possible. Vous voyez des gens qui filent même pour traverser un carrefour. Là, la police a raison d'intervenir. L'autre phénomène, Patrick Diossou, sur lequel j'y arrive, il faut sensibiliser nos compatriotes. C'est les injures envers les policiers. C'est le manque de respect envers les policiers. C'est cette chosification du policier où on dit, bon, c'est parce qu'il n'a rien à faire, il n'est pas diplômé qu'il est devenu policier. Et le plus dramatique, c'est qu'on a vu, on va pas relayer ça, mais... une étudiante en communication. Franchement, est-ce qu'à un moment donné, quelle que soit la patience dont fait preuve la police, les populations ne devraient pas marquer du respect pour ces hommes commis à la sécurité? Je serais peut-être dur par rapport à tout cela. C'est une question d'éducation. Parce que moi, mon éducation ne me permet pas d'insulter
à tout vent, comme ça, toute personne, même quand je sens que la personne est en train de me brimer, l'insulter, ce n'est pas dans mes veines, parce que j'ai reçu comme éducation, on n'insulte pas. Il ne s'agit pas de dire, on n'insulte pas une grande personne. Qu'elle soit grande ou petite, on n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. Mais tant que les populations ne vont pas comprendre que l'insulte, c'est du bas niveau, on va continuer toujours à entendre des insultes envers des autorités, envers la police. Je ne dis pas que quand quelque chose est mal, il ne faut pas en parler. Mais il y a la manière de le dire. Il faut trouver les mots qui puissent être des mots qui ne puissent pas être des mots injurieux. Parce que l'injure, c'est une blessure orale et une blessure morale en même temps. Et c'est puni, hein? C'est puni par la loi. J'ai l'impression que les gens savent pas. C'est puni. Mais les gens ne le savent pas. Peut-être que l'autre phénomène, c'est que vous avez des jeunes, dès qu'ils sont interpellés, ils sont en moto, ils font leur zoom, comment vous appelez ça, leur zéro. La police arrive à les arrêter. Le gars commence par insulter le policier ou bien il dit bon, j'appelle quelqu'un et puis on va débarquer comme ça. Est-ce que c'est normal? J'appelle quelqu'un. J'ai vécu ce phénomène-là. Aujourd'hui, il est commissaire de police. J'étais avec lui, un ami policier. Bon, on a des amis policiers et ça veut dire que... Mais nous avons des amis policiers, nous avons des frères policiers. Les policiers sont nos parents. Voilà, il faut le dire. À l'époque, il était inspecteur de police. J'étais en train de manger avec lui quelque part. Un jeune l'appelle. Allô, grand frère, un policier, un vieux, vient de m'arrêter. Il dit, un policier, un V, tu as fait quoi? Non, j'ai juste passé le feu. Ah, il a un V. C'est son frère là qui lui répondait. Il a un V. Tu sais comment il s'est débrouillé pour avoir ça? Allez régler ça là-bas. Il a appelé tout le temps qu'on est resté ensemble. Il dit, il ne faut pas donner cette caution-là. Quand quelqu'un fait mal, on appelle un policier pour régler. Ça n'éduque pas. Ça va le faire récidiver. Oui. Il va savoir que chaque fois qu'il commet une infraction, chaque fois qu'il insulte il y aura toujours quelqu'un pour le protéger. Donc c'est pour ça, parfois vous appelez les policiers pour intervenir, ils n'interviennent pas, vous débrouillez pour régler. Et c'est pour ça il faut justement être réglo avec la police. Oui. Et parfois même quand vous faites des erreurs, vous pouvez faire profil bas. Bien sûr, bien sûr. Et le policier, ce n'est pas le monsieur qui ne comprend rien du tout. Voilà, il y en a qui sont tellement humanistes, tellement gentils parmi les policiers. Et je voulais rebondir rapidement sur la phrase, vous avez rappelé une phrase du président Patrice Talon qui disait qu'il faut que désormais quand la population, un citoyen voit la police, elle se sent en sécurité. C'est vrai, c'est des professions de foi, je lui donne hâte. Jean-Florentin Ferliro, ancien ministre de l'Intérieur, je crois, quand il a été désigné pendant la transition, en se levant, j'ai lu ça quelque part, il a dit, désormais, moi, ministre de l'Intérieur, plus aucun citoyen ne sera brimé. Mais le PCB a fait remarquer qu'il a dit, et quelques mois après, au marché de Comé, on a brimé des populations, les commerçantes pour cette affaire de patente ou des redevances. Et ça s'est multiplié dans le Koufou, après dans le Mono, dans le Zou. Donc, les autorités, les dirigeants, les responsables ont bien envie que les choses aillent dans le bon sens. Mais malheureusement, elles ne sont pas, ces autorités-là ne sont pas accompagnées par la police. Donc, il va falloir vraiment, en revenant au nouveau directeur général de la police républicaine, il va falloir vraiment qu'il parle avec les siens. Qu'il maîtrise sa troupe. Qu'il maîtrise sa troupe pour que les habitudes puissent véritablement changer. Allez, deuxième sujet, Yves-Patrick Loco, Patrick Diossou, le marché Saint-Rita est parti en fumée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord que nous puissions cultiver l'idée que lorsque nous avons des toiles d'araignée, on est en danger. La première chose. Les toiles d'araignée dont vous parlez, c'est les fils électriques que l'on tire un peu partout, dans tous les sens. Là. Qui traversent le ciel, ça part dans tous les sens, ça vient de tous les côtés, ça part dans tous les sens. C'est un danger. Mais pourquoi les populations sont amenées à utiliser les toiles d'araignée? C'est parce qu'elles n'ont pas l'électricité à temps. Dans certaines zones,
La SBE n'a pas implanté de poteaux, ce n'est pas alimenté. Il n'y a pas de poteaux, ou bien quand les poteaux viennent, les poteaux sont plus en station horizontale qu'en station verticale. Ça crée Patrick de poteaux électoraux parfois. Voilà. Donc, c'est ça. Ce n'est pas pour jeter du tort à la SBE, mais il y a des sites, des zones, même encore en plein Cotonou, où ils n'ont pas totalement encore accès à l'électricité et continuent d'utiliser les toiles d'araignée. Mais je crois que petit à petit, le programme est en train d'arranger de telle manière que dès que l'asphaltage, le projet d'asphaltage vient à une zone, les toiles d'araignée disparaissent. Ça, il faut le reconnaître. Mais d'autres zones continuent d'être encore, même quand le programme s'approche, ces gens, ils sont réfractaires, ils ne veulent pas aller à quelque chose qui soit vraiment loyal, qui soit réglementé, qui soit légal. Non, on continue de prendre chez le voisin, chez le... Et puis bonjour les dégâts. Et c'est ça, lorsqu'on a des toiles d'araignée, l'incendie peut se déclencher à tous les endroits. Surtout pour un marché. Pour un marché. Et Patrick, locaux, le gouvernement a construit de nouveaux marchés, ça c'est un secret de Polichinelle. Ouroulogandé n'est pas loin de Saint-Rita. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser reloger les commerçants dans ce nouveau marché ou bien dans d'autres nouveaux marchés du pays? Oui, j'ai posé la question à un des responsables de l'ANAGEM qui m'a dit il y a assez de place pour tout le monde. Même les anciens qui ont été relogés entre-temps, qui ont été déplacés pour la construction des marchés. Dieu merci, tout le monde a eu sa place. Il reste encore des places à pouvoir, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le marché d'Antokpa sera délogé. Voilà, le marché de gros, sera démembré. Et il y aura une partie au stade de l'Amitié, il y aura une partie à Glo. Donc, je crois que le recensement c'est vrai que entre-temps, des escrocs, des arnaqueurs sont entrés dans le jeu pour faire miroiter la possibilité de gagner des places à des gens. Et l'ANAGEM a tout fait de faire un communiqué, de lancer l'alerte. Donc, je crois que la priorité maintenant, c'est aux commerçants de Dantokpa, donc qui seront relogés dans les marchés. Mais c'est une bonne chose si on reloge, sinon si on trouve de la place à ces gens qui sont encore dans des marchés de type ancien, qui ne sont pas des marchés dits modernes. Donc il va falloir que, et d'ailleurs l'ANAGEM s'est rendu sur le terrain après l'incendie du marché de Saint-Rita. Donc ça veut dire que quelque chose va se faire. Et revenant à la cause de l'incendie, si vous le voulez, si vous le permettez, on nous a parlé de court-circuit. Et là, je me rappelle que j'ai été, en tant que reporter, à l'installation du conseil d'administration de Controlec, cette société sous tutelle du ministère de l'énergie. Et c'était en son temps le ministre Jean-Claude Oussou qui a déploré un peu les incendies successifs qu'on a observés au marché d'Antokpa et qui a mis en garde. Il a fait une recommandation, mais sous forme de mise en garde à la direction générale de Controlec pour dire si on entend encore qu'il y a incendie dans un marché, c'est votre poste qui est en jeu. Parce que Controlec, normalement, devrait être dans ces structures-là, dans les marchés surtout. Parce que les marchés, c'est des biens qui sont là. C'est des biens qui sont là et il règne un peu d'anarchie. Donc, il fallait que Controlec aille dans ces structures-là, dans ces marchés-là, pour mettre un peu de l'ordre, notamment en ce qui concerne les fils électriques dressés sans dessus, sans dessous. Est-ce que c'est la faute à cette structure-là? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'il va falloir, pour les marchés qui restent encore embryonnaires, qui ne sont pas des marchés modernes, il va falloir qu'un travail se fasse. Le temps nous a surpris apparemment. Bon, chers confrères, chers collègues, et si on devait dire un dernier mot sur les points que nous avons abordés, Patrick Josso, en 10 secondes. Oui, en 10 secondes. La police, il faut qu'on retrouve la confiance en notre police. Il faut que la police se dise qu'elle est là pour protéger les citoyens. Et on remercie déjà tout le travail qui est fait et on les félicite pour le travail qui est fait. Ils font énormément. Ils font énormément. Mais tant que il y aura encore quelque chose, on ne va pas dire qu'ils ne font rien. Mais
il y a beaucoup à faire. Merci à la police. Et Patrick Loko? Je dirais également merci à la police républicaine. C'est des gens valeureux qui sont dans ce corps-là, contrairement à ce qu'on a écouté dans une vidéo devenue virale en temps d'une jeune dame. Ce n'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on va à la police. Moi, je peux dire que le premier de ma classe que je talonnais en terminale est policier, commissaire de police aujourd'hui. C'est pas les tarés qui sont à la police. Celui qui est directeur général aujourd'hui, il a commencé gardien de paix depuis 95, en 30 années. Il est devenu contrôleur général de police, et il y a beaucoup de valeureuses personnes à la police. Force à la police, et que le travail continue de plus belle. D'accord. Allez, on va accueillir Maurice Tantan qui a collecté pour nous les avis des internautes. Mesdames, Messieurs, nous vous avons justement posé la question. À votre avis, quels sont les défis que le nouveau directeur général de la police républicaine doit pouvoir relever? Et vous avez certainement répondu. Maurice, mon cher Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Alain Sotoumé, bonjour à tous et bonjour à toutes. Les défis que le nouveau directeur général de la police républicaine doit relever ont été partagés, en tout cas selon l'avis des internautes avec nous sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Il faut dire en premier lieu ce qui revient souvent, c'est la proximité, donc rétablir la confiance, si je peux le dire ainsi, entre la police républicaine d'une part et les populations d'autre part, pour une collaboration entre ces deux entités-là, on va dire. Et puis, il y en a qui ont insisté beaucoup sur les conditions de travail des agents de la police, qui ont insisté sur la formation, notamment la formation continue de ces agents-là, et aussi, évidemment, la sécurité qui doit être primordiale en termes de défis que le nouveau directeur général de la police républicaine doit relever. On va prendre les avis très, très rapidement. Pierrot Sovi-Kodja nous écrit que le nouveau directeur général de la police républicaine devra prioriser le renforcement de la confiance entre la police et la population en améliorant la proximité, l'écoute et le respect des droits humains. Il devra aussi lutter contre l'insécurité croissante, notamment dans les zones rurales, afin d'assurer un environnement de vie plus serein pour les citoyens. Autre commentaire sur la question du jour, Aïkwe James Ketevi nous écrit: quand j'entends les prouesses de notre police républicaine, j'en suis fier. Donc félicitations à eux tous. Donc parlant des policiers, au nouveau directeur, je demande qu'il revoie l'âge minimum d'entrée dans la police, puisque je connais des gens, écrit-il, qui n'ont pas encore 35 ans et ne peuvent postuler malgré leur détermination à servir dans la police. Parfait Zimvoedo nous écrit que le nouveau directeur général de la police républicaine est un habitué de la maison et il connaît donc les défis qui l'attendent. Parmi ses priorités doivent figurer la gestion efficace des effectifs, la lutte contre l'insécurité, le renforcement des liens avec la population ainsi que la formation des agents pour faire face aux menaces terroriste. Alès Ntangou nous écrit: toutes mes félicitations pour sa nomination à ce poste. C'est une occasion pour lui de prouver ses capacités à éradiquer les différents maux qui minent cette corporation sensible. Alès Ntangou nous dit: le nouveau DGPR fera face à plusieurs défis et parmi ceux-ci, le citoyen lambda ne voit que les bavures et le rançonnement au niveau de nos frontières qui est marqué par la perception d'argent chez des passagers étrangers qui ont ou pas de carte d'identité. Donc voilà les défis selon cet internaute. On va prendre un dernier commentaire signé Barnabas Anangovo. Il nous dit: les défis auxquels le nouveau directeur général de la police républicaine devra faire face sont nombreux et peuvent être répartis en plusieurs catégories. On va en citer 3 rapidement. Il parle du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la criminalité urbaine. Les violences et le banditisme constituent des défis permanents pour la police. Il devra donc mettre en place des stratégies efficaces pour réduire ces phénomènes tout en adaptant la police au nouveau type de criminalité
comme la cybercriminalité. Ensuite, l'amélioration de la relation police-population. Il est crucial de restaurer et de renforcer la confiance, écrit-il, entre la population et la police. Cela passe par la lutte contre la corruption au sein des forces de l'ordre, l'amélioration de la transparence et la promotion d'une police de proximité. Enfin, la modernisation des moyens et des infrastructures. Le DGPR devra s'assurer que la police républicaine soit bien équipée avec des outils modernes et des technologies adéquates pour relever les défis sécuritaires d'aujourd'hui. Cela comprend, écrit-il, aussi la formation continue des agents pour s'adapter aux nouvelles exigences de ce monde. Voilà donc, mon cher Alain, chers amis, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour relative aux défis à relever par le nouveau directeur général de la police républicaine. Merci, cher Maurice Tonton, et merci à nos amis internautes qui sont avec nous et nous suivent de près. Merci à vous pour l'attention. Mesdames, Messieurs, ça va être tout pour le débat de ce matin. Merci d'avoir participé donc de votre position à ce débat. On se retrouve demain pour une autre discussion, pourquoi pas. Pour l'instant, on va dresser le tapis pour la revue de presse. Revue de presse est avec Marcel Akhossi. Marcel, à nouveau bonjour. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Longueur d'avance de Patrice Talon, Gasquiani Info parle d'une stratégie bien rodée. Dans sa chronique politique du quotidien Gasquiani Info, Damien Tolomissi dresse un portrait du président béninois Patrice Talon en mettant en lumière sa capacité à devancer ses adversaires. Selon l'auteur, Talon impose son rythme à la vie politique nationale tandis que l'opposition peine à structurer un contre-discours efficace. L'article revient sur les principales réformes institutionnelles et politiques mises en place par le chef de l'État, notamment celles ayant restructuré le paysage politique en faveur d'un pouvoir centralisé. Parmi elles, la réforme du système partisan et la mise en place de règles strictes ont largement contribué à affaiblir l'opposition, selon Gasquiani Info. Cette dernière, selon le journal, se retrouve souvent à réagir aux décisions du pouvoir plutôt qu'à mener une action proactive. Sur le plan économique, l'auteur met en avant la modernisation des infrastructures, la digitalisation de l'administration et l'assainissement des finances publiques comme des marqueurs de la gouvernance Talon. Malgré des critiques sur son style jugé autoritaire, le président béninois parvient à faire adopter des réformes d'envergure sans grande résistance, note Gasquiani Info. Enfin, l'article souligne la consolidation du pouvoir de Talon à travers des réformes institutionnelles qui limitent les marges de manœuvre de ses adversaires. Cette chronique met en évidence une réalité politique béninoise où le chef de l'État semble toujours avoir un coup d'avance sur ses opposants. Le positionnement stratégique de Talon, sa méthode de gouvernance et son pragmatisme lui permettent de maintenir une emprise forte, mais alors très forte, sur la scène politique nationale. Alors que 2026 approche, la question de la succession reste en suspens. La capacité de l'opposition à se restructurer et à proposer une alternative crédible sera déterminante pour l'équilibre politique du Bénin dans les années à venir, pointe Gasquiani Info. Marcel Akhossi, à la une aujourd'hui encore, la réaction au propos de Maître Adrien Moumbedji. L'ex-PRD en pleine tempête, un divorce en gestation, point d'interrogation. Comme le rapporte La Nation, Le Matinal, Le Soleil Bénin Info, l'ex-parti du Renouveau démocratique qui a fusionné avec l'UP en 2022 semble aujourd'hui en pleine remise en question de cette union. Dans La Nation, l'accent est mis sur l'équation politique que représente une éventuelle séparation entre l'ex-PRD et l'UPR, surtout à l'approche des élections générales de 2026. L'article rappelle que Moumbedji, lors d'une cérémonie de vœux, a critiqué la gouvernance en place, dénonçant une politique d'exclusion qui, selon lui, marginalise certains acteurs politiques. Le journal met en garde contre un risque de rupture qui pourrait avoir des conséquences politiques majeures pour les deux camps. Un parti habitué au volte-face. De son côté, Le Matinal adopte un ton plus critique en retraçant l'historique des alliances fluctuantes du Parti du Renouveau démocratique.
ou du moins de l'ancien parti PRD. Le journal souligne que cette formation politique a toujours oscillé entre opposition et mouvance présidentielle, de Kérékou à Talon en fonction des intérêts de son leader. Pour le matinal, cette nouvelle crise n'est qu'un épisode supplémentaire dans la tradition d'instabilité du PRD qui n'est jamais resté longtemps fidèle à un même bloc politique. L'article met également en lumière les gestes symboliques récents qui alimentent la confusion, comme la réapparition du logo du PRD au siège national de l'UPR. Ces signes démontrent une volonté de réaffirmer l'identité du parti au sein de la fusion, voire d'acter un retour progressif à une autonomie politique. L'UPR, UP, Union progressiste, le renouveau, face à un dilemme stratégique. Enfin, le Soleil Bénin Info s'intéresse aux réactions internes au sein de l'UPR. Le journal évoque un véritable malaise au sein du bloc progressiste qui se retrouve confronté à une crise de confiance avec son allié historique. Selon le Soleil Bénin Info, la situation est suffisamment grave. Si certains feignent d'être surpris, l'opposition, elle, applaudit cette prise d'opposition de l'ex-PRD. Ce positionnement pourrait offrir une nouvelle dynamique à ceux qui contestent le régime actuel, mais pose également la question du poids politique réel que peut encore avoir le PRD s'il choisit de rompre avec la mouvance. Quoi qu'il en soit, cette situation illustre une fois de plus la volatilité des alliances politiques au Bénin et pose la question de la solidité des blocs. Ce qui est sûr, nous, on est bien solides par ici. Merci Marcella Rossi. Dieu nous donne la force de nous retrouver demain. Inch'Allah. Allez, mesdames, messieurs, ça va être tout pour la célébration de ce matin. On se donne rendez-vous demain. Merci pour votre attention. Excellente journée. À la suite, en compagnie des programmes de la chaîne nationale.